Voici la deuxième partie de l'histoire où Marguerite, brisée par un divorce douloureux et un incendie suspect, lutte pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors que les secrets de l'hôpital s'épaississent et que l'ombre d'une fraude plane autour de son ex-mari, Paul, une tragédie inattendue et une rencontre bouleversante avec des jumeaux orphelins pourraient tout changer. Valérie, son allié inattendu, sera-t-il la clé de sa rédemption? Plongée dans cette suite palpitante, pleine de suspense, d'émotion et d'espoir. C'est parti. Valérie suivit Marguerite du regard. Il avait pitié de cette femme, simplement fatiguée de se battre. Mais il ne savait pas comment l'aider davantage. Lors de l'audience, Marguerite accepta toutes les conditions de son ex-mari, signa un accord amiable et reçut l'argent. Paul ne pouvait cacher son sourire triomphant, tandis que son ex-femme fixait un point invisible au loin. Le même jour, elle déposa l'argent sur un compte bancaire à intérêt, décidant de s'occuper de la question du logement plus tard. Elle craignait, dans l'émotion, de faire une autre erreur. Pendant ce temps, d'autres événements se déroulaient dans son service. En pleine crise de somnambulisme, Evelyne Antoinette errait dans les couloirs. Les infirmières, occupées, ne pouvaient pas la surveiller. Elle se retrouva soudain dans une aile inconnue de l'hôpital, entendant une conversation étrange. Une infirmière expliquait à une autre comment conditionner des médicaments. « Regarde, ceux-là, c'est le chef qui les apporte. Tu prends des boîtes vides de médicaments sous licence et tu les remplis. Ensuite, quand il y a une prescription, tu pioches dedans. Ça ne va pas faire de mal aux patients ?» demanda une voix timide. « Quelle différence pour eux ?» répondit l'infirmière en balayant la question. « Tu sais, ces pauvres, on devrait les soigner dans leur dispensaire. Aux patients payants, on donne les vrais médicaments. Mais pour cela, les génériques suffisent. Et si quelqu'un s'en rend compte ?» insista la seconde. « Pourquoi on doit faire ça? Tu veux une prime ou pas? Alors, fais-les et tais-toi, » ordonna l'infirmière. « Je t'ai fait confiance en te mettant dans le coup, mais tu paniques trop. » Evelyne Antoinette s'éloigna lentement, sans faire de bruit. Elle regagna enfin sa chambre et se recoucha, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle avait été témoin de quelque chose d'illégal et craignait d'être découverte. Dès le lendemain matin, elle appela Valérie. Son fils accourut avant le travail et écouta son récit décousu. Il avait toujours suspecté que quelque chose de louche se passait à l'hôpital, mais il n'avait pas voulu risquer de compromettre les soins de sa mère. Sa santé était la priorité pour ses fils. Mais une autre personne avait entendu l'histoire. Aurore, l'une des infirmières de la nuit, celle du stock, se précipita dans le bureau du chef, oubliant tout le reste. « Vincent Édouard, la somnambule Savin, nous a surprises », lança-t-elle d'emblée. « Elle raconte tout à son fils maintenant. »« Quoi précisément ?» bondit le chef de son fauteuil. « On conditionnait des médicaments. »« J'apprenais la nouvelle », répondit Aurore, gênée. « Je ne sais pas combien elle a entendu. »« Bon sang, je t'avais dit de faire attention !» hurla le chef, frappant du poing sur la table. « Allez, file, tu as bien fait de me prévenir. Vous allez la faire sortir de l'hôpital, n'est-ce pas ?» demanda l'infirmière, inquiète. « Vous savez, c'est nous qui prenons le plus de risques. »« Va, je m'en occupe, » répondit Vincent Édouard. Il convoqua Marguerite et commença à rédiger des documents. Il fallait transférer Evelyne Antoinette dans un autre hôpital, loin d'ici, et vite. « Vous m'avez appelé ?» demanda Marguerite en passant la tête dans le bureau. « J'ai ma tournée à faire. Au fait, les analyses de Madame Savin sont arrivées. C'est une situation intéressante. »« Peu importe, » coupa le chef. « On la transfère à l'hôpital régional. Ils ont de meilleurs spécialistes, qu'ils s'en occupent. »« Mais c'est ma patiente, » s'indigna Marguerite. « Pourquoi avez-vous décidé ça? Durand, je ne comprends pas. Tu en as marre de travailler ici ?» Le chef la fixa à travers ses paupières plissées. « Écoute bien, tu te tais. Et tu continues à travailler ou tu rédiges ta lettre de démission tout de suite. Et si tu fais des histoires, je te fais virer avec un motif et tu peux dire adieu à la médecine pour toujours. »« Vous n'avez pas le droit, » murmura la médecin, blanche comme un linge. « Tu veux tester mes droits ?» Vincent Édouard se leva et se pencha sur elle, comme un prédateur sur sa proie. « Durand, je ne suis pas ton ancien chef, fais ce que je te dis. »« D'accord, je vais préparer le transfert, » acquiesça Marguerite. « Non, ça, je m'en charge moi-même. » Le chef l'écarta d'un geste. « Tu as déjà causé assez de problèmes en mettant la mère d'un juge chez nous. » Il la poussa hors du bureau, le verrouilla et s'éloigna dans le couloir. Marguerite resta là, pâle et désemparée. Peu après, un patient l'appela depuis une chambre. Pour se changer les idées, elle s'approcha, oubliant complètement les documents et les résultats d'analyse restés sur le bureau du chef. «
Elle n'avait plus aucun espoir de les récupérer. Vincent-Édouard entra dans la chambre de la patiente. Il tenta d'afficher une mine compatissante, mais son visage se tordit en une grimace étrange. Il remonta son masque et entra. Les deux filles d'Evelyne Antoinette étaient déjà là. « Où est Marguerite Victoire ?» demanda l'un d'eux. « Elle a promis un rapport sur les résultats des analyses. »« Malheureusement, nous n'avons rien pu faire pour votre mère, » répondit le chef en écartant les mains. « Ma jeune collègue vous a fait une promesse un peu hâtive, mais moi, en tant que médecin expérimenté, j'ai préparé les documents pour transférer votre mère à l'hôpital régional. Ils ont du matériel plus moderne et des places gratuites. Franchement, ça nous gêne de continuer à vous facturer la chambre. »« Pas de souci, nous pouvons payer, » balaya Valérie. « Alors, ces analyses ? Votre nouveau médecin traitant à l'hôpital régional vous expliquera tout, » répondit le chef. « Allez, préparez-vous, vous partirez en ambulance, tout est en règle. »« Où est Marguerite Victoire ?» insista Valérie. « Je veux entendre ça de sa bouche. On dirait que vous êtes proches, tous les deux. » ricana Vincent-Édouard. « Parlez-lui en privé alors. »« Ici ? C'est un hôpital, pas un lieu de rendez-vous galant, vous savez. » Il sortit, laissant une infirmière surveiller le départ de la patiente. 1 heure plus tard, alors qu'Evelyne Antoinette quittait sa chambre, elle croisa Marguerite dans le couloir. Cette dernière glissa rapidement quelque chose dans la poche de sa blouse. Valérie, lui barra le chemin, visiblement furieux. « Vous m'évitez maintenant ?» lança-t-il brusquement. « Vous avez compris que vous ne pouviez pas soigner ma mère et vous vous planquez ? Écoutez, je n'ai rien à voir avec ça. » Tenta de se défendre Marguerite. « C'est le chef ?»« Ouais, on dirait une belle bande, ici, » s'emporta Valérie. « Je l'ai bien compris. Vous aviez l'air d'une femme respectable pourtant. On ne vous a pas assez payé, c'est ça ? Vous en voulez encore ? Vous vous trompez complètement, » répondit Marguerite en secouant la tête. « Dommage que ça se passe comme ça. On dirait que vous vous fichez de tout le monde, » rétorqua-t-il. Un vrai médecin se battrait jusqu'au bout pour son patient. Sans un mot, Marguerite tourna les talons et s'éloigna dans le couloir. Le frère de Valérie l'entraîna dehors. L'ambulance ne les autorisa pas à accompagner leur mère. Alors, les deux juges suivirent en voiture. Marguerite regagna son bureau, plongea la main dans sa poche et y trouva une note. En dépliant le papier, elle reconnut l'écriture soignée d'une enseignante. Evelyne Antoinette avait décrit ce qu'elle avait vu et entendu. Marguerite comprit enfin ce qui avait provoqué la panique du chef, mais elle ne pouvait plus rien y faire. Pourtant, elle décida de se battre. Elle se rendit au stock de médicaments. À première vue, tout semblait en ordre, mais en y regardant de près, les comprimés dans les flacons présentaient de légères différences. C'était évident, maintenant. Sans hésiter, elle photographia les anomalies, puis examina d'autres médicaments. Partout, des signes de substitution étaient visibles. Les produits étaient clairement les moins chers, peut-être même artisanaux. Marguerite sentit un frisson la parcourir en réalisant l'ampleur des enjeux financiers. Puis elle se rappela le regard plein de haine de Valérie. De son côté, après avoir versé une maigre compensation à son ex-femme, Paul décida de ne pas lésiner. Il demanda une indemnisation d'assurance pour les dégâts, d'autant que sa mère avait mentionné des agents de confiance capables d'accélérer les démarches. Mais rien ne se passa comme prévu. Ce n'était pas un contact de sa mère qui se présenta, mais un inconnu ébouriffé et irrité, un certain Arthur, qui commença immédiatement à poser des questions gênantes. « L'inspection des pompiers a relevé des indices possibles d'incendie volontaire, » déclara-t-il. « Pouvez-vous expliquer ça ? Et pourquoi je devrais me justifier ? C'est un Paul. C'est à vous de prouver qu'il y a eu incendie volontaire. Vous savez, en général, les victimes coopèrent volontiers, » répondit Arthur avec un sourire moqueur. « Vous, on dirait que vous mettez des bâtons dans les roues. »« Écoute, tu n'as pas compris, » s'énerva Paul. « Ton boulot, c'est de regarder vite fait et de rédiger un rapport, pas de jouer les détectives. T'as trop regardé de films ou quoi ? » « Ne me menacez pas, » répliqua l'agent, vexé. « Vous voyez, ici dans le rapport, il y a des traces de substances inflammables. D'où ça vient dans une moitié de maison inoccupée. Comment je saurais ? Peut-être que mon ex-femme a apporté du solvant pour rénover une pièce, répondit Paul en haussant les épaules. Depuis qu'on a mis la cloison, on n'y va plus. On a une décision de justice. Bon, il faut que je parle à votre femme. Donnez-moi ses coordonnées, demanda l'agent. Arrêtez, la maison est à moi maintenant. Quel rapport avec Marguerite ? Tenta de le dissuader Paul. Vous vous moquez de moi ? S'indigna Arthur. Donnez-moi ses coordonnées ou je fais venir des enquêteurs et un labo. Vous payerez les expertises. À contre-cœur, Paul griffonna les coordonnées de Marguerite.
Arthur prit le papier avec précaution, comme s'il craignait qu'il ne le morde, le glissa dans sa poche et alla inspecter les murs extérieurs. Paul l'observait avec méfiance, conscient que cette inspection risquait de mal tourner. Il ne voulait ni prendre de risques, ni aggraver le conflit. L'agent resta sur place jusqu'au soir. Paul dut presque le chasser. À peine l'assureur parti, il appela sa mère. « C'est quoi cet agent que tu m'as conseillé? Tu disais que tout serait simple. Ce gamin a retourné chaque buisson autour de la maison. »« Oh fiston, j'ai oublié de te prévenir, pardon, » répondit Nicole Valérie, embarrassée. « Mon contact s'est cassé la jambe. Ils ont envoyé un stagiaire à la place. Et ce stagiaire est un zélote en herbe, j'ai remarqué, » s'emporta Paul. « À ce rythme, ils vont m'accuser d'incendie volontaire. Tu veux me faire passer pour un escroc et m'envoyer en prison? Je vais voir comment arranger ça, » répondit sa mère. « Non, merci. J'en ai assez de ton aide, » rétorqua Paul. « Je me débrouillerai sans tes contacts. » Pendant que Marguerite menait son enquête secrète à l'hôpital, son ancienne patiente fut transférée à l'hôpital régional. Évelyne Antoinette, épuisée par les murs austères des établissements médicaux, ne rêvait que de dormir et se reposer sans analyse ni examen constant. Mais son nouveau médecin traitant lui redonna espoir. « Quelle médecin compétente vous suivez avant ?» s'exclama-t-il avec enthousiasme. « 3 ans de souffrance, c'est fini. Bien sûr, on ne parle pas de rétablissement complet, mais vous aurez le traitement adapté. »« Qu'est-ce que j'ai ?» demanda Évelyne Antoinette, inquiète. Elle avait déjà entendu des dizaines de diagnostics. Une infection parasitaire. Les dernières analyses l'ont confirmé, sourit le médecin. « Souvenez-vous, il y a 3 ans, avez-vous nagé dans un plan d'eau, mangé de la viande mal cuite, du sanglier par exemple? »« J'ai nagé, oui, » admit-elle. « Mais on m'a déjà examiné pour ça. Ce type de parasite est difficile à détecter et il donne des symptômes variés, » expliqua le spécialiste en écartant les mains. « Mais maintenant, on va vous prescrire le bon traitement. » « Donc, Marguerite avait raison, » murmura la femme âgée. Et Valérie la grondait. « Eh oui, quelle histoire. Bon, vous resterez en quarantaine dans un box pour l'instant. Quand les analyses montreront qu'il n'y a plus de traces de parasites, vous rentrerez chez vous, » la rassura le médecin. Quelques jours après le transfert étrange de sa patiente, Marguerite remarqua qu'on l'observait. À plusieurs reprises, elle vit un jeune homme inconnu près de l'hôpital. Quand il commença à rôder autour de sa voiture, elle sortit en trône sur le parking. « Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler la police !» cria-t-elle. « Citoyenne Durand, pourquoi vous ne répondez pas aux appels ?» demanda l'inconnu. « Je m'appelle Arthur. Je suis agent d'assurance et j'enquête sur votre incendie. Il me semble que tout n'est pas clair. »« Ça m'est égal, maintenant, » répondit Marguerite. « La maison appartient à mon ex-mari, je n'ai plus rien à voir avec ça. Pourquoi vous répétez toujours la même chose ?» s'agaça le jeune homme. « Écoutez, c'est Paul, le fraudeur. »« Eh bien, heureusement, ça ne m'intéresse plus, » répondit Marguerite avec indifférence. « C'est tout pour vous. Je dois aller sauver des gens. » Elle ne prêta pas attention aux lamentations de l'agent. Il semblait très jeune, à peine 25 ans, mais déjà épuisé. Des cernes sombres marquaient ses yeux, trahissant des nuits sans sommeil. Pourtant, Marguerite se jura de ne pas s'apitoyer sur Arthur. 2 jours plus tard, elle était assise dans un parc, jetant distraitement du millet aux oiseaux. Elle voulait se vider la tête, ne penser à rien, mais ses pensées revenaient sans cesse à Valérie, qui ne l'avait plus contactée, et à sa mère. Des voix d'enfants interrompirent ses réflexions. Stupéfaite, elle vit Arthur s'approcher avec des jumeaux d'environ 3 ans qui babillaient joyeusement. « Vous me suivez, ou quoi ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Vous ne comprenez pas ?» répondit Arthur en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « C'est très important. C'est ma première affaire en tant qu'agent d'assurance. Si je ne réussis pas, je serai viré. Et j'ai des enfants à nourrir. Vous les élevez seuls ?» s'étonna Marguerite. « Pas tout à fait. J'ai une petite amie, » soupira-t-il. « Leur mère est morte en couche. Et nous sommes tous les 2 orphelins, sans parents ni grands-parents. Je ne peux pas laisser tomber Georges et Anatole. Ils sont adorables, » sourit Marguerite. « On voit qu'ils grandissent dans l'amour. Et vous, vous avez des enfants ?» demanda Arthur. « Non, notre mariage n'en a pas donné. » avoua-t-elle. « Écoutez, j'apprécie votre détermination à trouver la vérité, mais comme je l'ai dit, je m'en fiche. Paul a pu mettre le feu lui-même ou engager quelqu'un. Tout ça m'a épuisé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Eh bien, je devrais vous convoquer au tribunal si l'affaire va jusque-là, » soupira Arthur. « Il veut toucher plusieurs millions de l'assurance. » Intéressant, réfléchit Marguerite. «
Franchement, je serais ravie si vous l'en empêchiez. Alors, aidez-moi, supplia Arthur. Répondez au moins à mes questions. Marguerite céda et commença à expliquer, à raconter. Ils se promenèrent dans le parc pendant près de 2 heures. Ensuite, elle aida Arthur à porter l'un des jumeaux endormis jusqu'à chez lui, puis portant l'autre. Il vivait dans un immeuble récent, construit à la va-vite, mais il ne s'en plaignait pas, heureux d'avoir un toit. Cette rencontre avec l'agent d'assurance la marqua profondément. Ce jeune homme déterminé se battait pour ses enfants, et elle aurait aimé l'aider, sans savoir comment. Ils se quittèrent en bons termes. Marguerite regagna l'appartement de son ami qu'elle considérait temporairement comme le sien. Le lendemain, elle reprit une garde de 24 heures. Il y avait peu de patients. Les payants étaient partis pour le week-end, et même ceux des chambres classiques demandaient souvent à rentrer chez eux. Elle décida de prendre un café avec des collègues aux urgences. Ils discutaient quand un nouveau patient arriva, victime d'un accident de voiture. Le jeune homme fut conduit à l'hôpital dans un état critique. En aidant à inventorier ses affaires, Marguerite trouva une photo des jumeaux dans son portefeuille. Elle se précipita vers la civière. Aucun doute, c'était Arthur. 10 minutes plus tard, il était mort, sans avoir repris connaissance. Bouleversée, Marguerite retourna dans son service. Le lendemain matin, elle se rendit directement chez Arthur. Elle tambourina à la porte, entendant des pleurs d'enfants. Personne n'ouvrit, mais la porte voisine s'ouvrit sur une femme âgée au regard sévère. « Pourquoi tu cognes comme ça? Arthur va revenir, il est juste sorti un instant. Il ne reviendra pas. Il est mort à l'hôpital après un accident, » expliqua Marguerite. « Il y avait une belle-mère, non? »« Oh, quelle belle-mère !» La voisine sortit, clé en main, se massant la poitrine. « C'est vrai pour Arthur? Oh, ces pauvres petits orphelins à nouveau. Sa copine est partie ce matin avec une valise. Je pensais qu'il l'avait chassée. La police a dû l'appeler, » devina Marguerite. « Mon Dieu, quel cauchemar. Ils sont tout seuls là-dedans. Il faut contacter les services sociaux. »« Je vais appeler. Je travaillais là-dedans avant ma retraite, » dit la femme qui se présenta comme Muriel Viviane. « On ne les abandonnera pas. Tu es pressée? »« Non, je reste avec vous, » promit Marguerite. 2 heures plus tard, la police et les services sociaux emmenèrent les enfants avec leurs affaires et documents. L'appartement était en désordre, comme si quelqu'un avait fait ses valises à la hâte. En regardant les jumeaux tendre les bras vers elle, Marguerite se jura de ne pas les abandonner. Ce même matin, Paul ne dormait pas non plus. Des enquêteurs avaient débarqué chez lui, voulant savoir s'il avait un conflit avec le défunt. Des documents et notes trouvés dans la voiture d'Arthur indiquaient qu'il consacrait tout son temps à cette affaire. Les enquêteurs soupçonnaient un meurtre, pas un accident. Paul devint naturellement le principal suspect. Ils ne l'arrêtèrent pas, mais lui firent signer une interdiction de quitter la ville. Dès que les enquêteurs partirent, il saisit son téléphone. « Maman, qu'est-ce que t'as fait ?» hurla-t-il. « Pourquoi régler les choses comme ça ?»« Paul, de quoi tu parles ?» s'étonna Nicole Valérie. « Cette histoire avec l'agent d'assurance, » poursuivit-il, plus calme. « Je ne t'ai pas demandé de le tuer. Et maintenant, la police débarque, il parle d'enfants orphelins. »« Ce n'est pas moi, » protesta-t-elle. « Comment peux-tu penser une chose pareille ? Qu'est-ce que je devais penser après tes promesses ?» rugit-il. « Ce n'est pas toi, vraiment ? Jure-le sur ce que tu as de plus cher. »« Sur toi, » répondit-elle simplement. « Ce n'est pas moi. Calme-toi. » Quelques jours plus tard, un autre agent d'assurance se présenta chez Paul. L'indemnisation lui fut refusée et on le menaça d'une enquête pour fraude à l'assurance. Paul laissait couler, bien plus inquiet des accusations des enquêteurs concernant la mort d'Arthur. Mais pour l'instant, il n'appelait pas et aucune convocation n'était arrivée. Pendant ce temps, Marguerite discutait avec les services sociaux. Ils confirmèrent ce qu'elle savait déjà. La mère des enfants était morte en couche et il n'avait aucun autre parent. Georges et Anatole étaient temporairement en foyer, mais seraient bientôt envoyés en orphelinat. On lui conseilla d'oublier ses enfants, expliquant que les familles étaient prioritaires pour l'adoption, pas les personnes seules, surtout sans logement. Comprenez, il faut une chambre séparée pour les enfants et une superficie conforme aux normes, lui dit-on, la ramenant à la réalité. Et pour adopter, il faut d'abord suivre une formation de parents adoptifs, ce qui prend au moins 6 mois. Je vais essayer, promit Marguerite, tout en sachant que, avec la compensation de Paul et ses économies, elle pourrait au mieux s'acheter une petite chambre. Mais pas un appartement conforme pour accueillir des enfants. Cette pensée la rendit amère et douloureuse. Elle ne pouvait rien y faire,
mais redoubla d'efforts pour rassembler des preuves contre le chef et ses complices. Les infractions étaient nombreuses, mais elle ignorait à qui s'adresser. Valérie ne l'appelait plus et elle n'avait aucun autre contact dans le milieu juridique. Pendant ce temps, le traitement d'Evelyne Antoinette commençait à porter ses fruits. Ses troubles du sommeil disparurent et elle reprenait un poids normal. Ses fils la visitaient à tour de rôle. Lors d'une de ces visites, sa mère dit à Valérie d'un ton de reproche « Alors, où en es-tu avec Marguerite? C'est une femme bien et tu l'as offensée pour rien. Mon médecin m'a dit que c'est elle qui a trouvé ma maladie. Qu'est-ce que je peux faire ?» répondit-il en haussant les épaules. « Elle ne veut plus me voir après tout ce que je lui ai dit. »« Excuse-toi. T'es un homme ou quoi ?» rétorqua Evelyne Antoinette. « Je vous ai appris petit à reconnaître vos erreurs. Elle ne te plaît pas, Marguerite ? » « Si, je n'ai jamais rencontré une femme comme elle, » avoua-t-il. « Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Dis-lui que t'as été idiot. » sourit sa mère. « Les femmes aiment les hommes qui savent admettre leurs erreurs. Et passe-lui un grand merci de ma part. Qu'elle sache qu'elle ne s'est pas trompée sur le diagnostic. »« D'accord, je l'appellerai, » promit Valérie. De retour en ville, Valérie hésitait, incapable de se résoudre à décrocher le téléphone. Finalement, il se décida et appela Marguerite, simplement pour entendre sa voix. « Bonjour. Pardon, Marguerite, commença-t-il. Je me suis comporté de manière lamentable et j'ai dit beaucoup de choses inutiles. Ce n'était pas vrai, ce que j'ai dit. »« Je suis contente que vous appeliez, » répondit-elle, gênée. « Vous savez, j'aurais besoin de vos conseils. On pourrait peut-être se voir. »« Je peux venir tout de suite, » proposa Valérie rapidement. Une demi-heure plus tard, ils étaient assis dans le même café, non loin de là. Marguerite semblait épuisée, loin de la femme élégante en talons qu'il avait rencontrée le premier jour. « Quelque chose ne va pas ?» s'étonna le juge. « Ma mère va beaucoup mieux d'ailleurs. Elle m'a demandé de vous dire que votre diagnostic était correct. »« Oh, je suis ravie pour elle, » répondit Marguerite avec un faible sourire. « Mais moi, je suis perdue. Travailler dans le service est devenu impossible. J'ai rassemblé des preuves de certaines irrégularités, mais je ne sais pas quoi en faire. Et puis, il y a ces enfants. »« Quels enfants ?» s'étonna Valérie. « Vous n'aviez pas d'enfants, si ?» Marguerite lui raconta brièvement l'histoire des jumeaux. Le visage de Valérie s'assombrit de compassion et le cœur de Marguerite s'adoucit enfin. Elle réalisa combien il lui avait manqué, avec sa franchise et sa chaleur. « Écoute, » dit-il soudain, « si on se mariait, ça augmenterait nos chances pour les enfants, non? Je suis même prêt à être un mari fictif et à mettre mon appartement à disposition, si besoin. »« Tu es vraiment prêt à faire ça pour moi ?» s'exclama Marguerite, les yeux brillants de larmes. « Valérie, c'est très sérieux. Je pense qu'on peut y arriver, » répondit-il en hochant la tête. « Marguerite, on peut déposer une demande de mariage dès maintenant. On est tous les deux libres, sans engagement. »« J'accepte, » dit-elle. « Et pour le service, qu'est-ce qu'on fait ?» Marguerite le regardait avec espoir. « J'ai un ami au parquet, » répondit-il. « Tu lui transmets tes preuves, ils enquêteront, et si tout se confirme, ton chef ne restera pas longtemps à son poste confortable. »« Génial. Tu sais, des gens comme lui ne devraient pas soigner les autres, » acquiesça Marguerite. Ils commencèrent à préparer leur mariage, sans en parler à beaucoup de monde. Ils vivaient toujours séparément, mais pour l'adoption, il fallait rassembler une multitude de documents. Les rumeurs finirent par arriver aux oreilles de Paul. L'ex-mari, furieux que Marguerite envisage d'adopter les enfants de l'agent d'assurance qui avait failli le faire tomber, décida de lui compliquer la vie. Il rédigea une plainte anonyme, accusant Valérie de vouloir conclure un mariage fictif et d'adopter les enfants à des fins intéressées. Un soir, Valérie vint chercher Marguerite au travail, l'air sombre. « J'ai été suspendu, » annonça-t-il. « On m'accuse de conduite indigne, il y aura une enquête. Au mieux, je serai écarté plusieurs mois. »« Quoi ? De quoi t'accuse-t-on » demanda Marguerite. « En gros, de la vérité, » répondit-il en lui racontant le contenu de la plainte anonyme. « Je crois que notre bonheur dérange quelqu'un. Au travail, on m'a laissé entendre que je ferais mieux de partir de moi-même. »« Oh, pardon. Tout ça, c'est à cause de moi, de mes plans stupides, » s'excusa Marguerite, embarrassée. « Tu sais, je pense que la meilleure réponse aux jaloux, c'est de se marier pour de vrai, » répondit simplement Valérie. « Je veux que ce ne soit pas un mariage fictif, mais un vrai. »« J'accepte, » rougit-elle. « Et je pense que tu seras le meilleur père pour ces garçons. » Ils se marièrent 2 semaines plus tard. Valérie quitta volontairement son poste, mais ne baissa pas les bras. Il ouvrit son propre cabinet juridique, se prépara à l'examen d'avocat et souhaitait désormais représenter l'autre côté des affaires.
Ensemble, ils suivirent la formation pour parents adoptifs et finirent par récupérer les enfants de l'orphelinat. Evelyne Antoinette, sortie de l'hôpital, s'occupait avec joie de ses petits-enfants, savourant leur compagnie. En voyant sa mère heureuse, Valérie était comblée. À l'hôpital où travaillait Marguerite, une vaste enquête eut lieu. Des licenciements suivirent, touchant une grande partie du personnel. On proposa à Marguerite de diriger le service. Elle accepta, au grand bonheur de sa nouvelle famille. Son mari et sa belle-mère s'inquiétaient pour elle plus que tout. Quant à son ex-mari, elle n'avait aucune nouvelle et ne s'y intéressait pas. Cette page, pensait-elle, était tournée pour toujours. Mais un jour, en rentrant du travail, elle passa devant leur ancienne maison. Elle tourna la tête et freina brusquement. À la place du cottage moderne et soigné, il n'y avait qu'un tas de cendres. Elle avança lentement le long de la chaussée, observant les ruines, puis aperçut une silhouette. « Qu'est-ce que tu regardes ?» grogna son ex-mari, sale, mal rasé. « Hirsute, continue ton chemin. »« Paul, que t'est-il arrivé ?» s'exclama Marguerite, stupéfaite. « Que s'est-il passé ?»« Tout a brûlé, » répondit-il en crachant par terre. « J'aurais mieux fait de tout vendre à l'époque. » Il s'éloigna et Marguerite reprit la route vers son foyer, vers ses enfants, son mari et sa belle-mère, vers sa nouvelle vie heureuse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si l'histoire vous a plu, merci de me soutenir avec un pouce en l'air. Un simple clic pour vous, mais ça compte énormément pour moi. Merci d'avance.